Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre et surtout bienvenue à la Villa en Pin. Ce chef-d'œuvre de l'Art déco abrite depuis 2010 la fondation Bogossian qui en a fait un centre d'art de premier plan. À sa tête, Louma Salamé, de ses origines libanaises à sa vie bruxelloise, elle a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien. C'est un reportage réalisé avec Marjorie Fellinger, Pierre Delmé et Antoine Martens. C'est l'une des plus belles demeures de la capitale. La Villa en Pin et derrière sa façade art déco, l'art se dévoile. C'est une œuvre qui a une forme qui est universelle, qui parle à tout le monde. Une par une, les perles ont été déposées pour créer ce cœur extraordinaire. À la tête de la fondation Bogossian, Louma Salamé. Son quotidien, imaginer les expositions de demain, parfois des années en avance. Le catalogue doit être bouclé dans les semaines qui viennent. Tout se fait très en amont. Pour celle qui est née à Beyrouth il y a 45 ans, jeter aussi des ponts entre Occident et Orient, entre Bruxelles et le Liban. La culture, évidemment, est une lumière dans l'obscurité. La culture, c'est aussi un moyen de rayonner, de continuer, une forme de résilience. La culture comme un combat, le temps de quelques heures, plongé dans le quotidien de Louma Salamé, où plus que jamais, l'art est vu comme un dialogue. C'est une joie immense d'arriver tous les matins ici et d'ouvrir cette porte magnifique. C'est un chef-d'œuvre art déco exceptionnel dans lequel effectivement on a un plaisir inouï à venir travailler. Louma dirige depuis 10 ans la fondation. Elle a donc le mot final sur tout ce qui y est présenté. Hello Thomas, ça va? Bonjour Louma, ça va? Ouais, tellement cool de voir que vous avancez si vite, c'est génial. Donc là, la petite pente sera bientôt prête. Fin de matinée, entendu. Ici au sous-sol, c'est une petite exposition qui est en train d'être aménagée. Et Raphaël, toi, tu as réussi à... J'essaie d'installer la vidéo, je termine d'installer la vidéo. On va voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Donc ça, c'est la vidéo dans laquelle l'artiste raconte évidemment le processus de son travail. On va raconter l'histoire du musée de Raqqa en Syrie. C'est un musée qui détenait des milliers d'œuvres, d'artefacts archéologiques exceptionnels, d'une valeur immatérielle incroyable, qui racontait toute l'histoire de la région. Et malheureusement, à la suite de la guerre civile en Syrie et les années qui ont suivi, toutes les pièces ont été volées, ont été pour certaines détruites, et aujourd'hui il ne reste qu'une 60aine de pièces au musée de Raqqa. Donc c'est une histoire extrêmement triste qu'on raconte dans cette exposition, c'est celle de la disparition du patrimoine. Ce qu'on voit là, c'est beaucoup de brol, et puis tout à coup la chorégraphie, la symphonie se met en marche, et alors là ensuite c'est de la magie, du brol à la magie. Une logistique minutieuse, surtout dans ce bâtiment protégé. Le lieu est un petit peu contraignant puisque c'est un bâtiment classé. Je ne vais pas faire un clou sur un marbre centenaire. Néanmoins, la prédominance de l'esthétique art déco est quelque chose qui joue en faveur du parcours, puisque c'est dans un espace d'une beauté consommée qu'on peut raconter des histoires qu'on espère inspirantes. Inspirée grâce à la beauté des lieux, ici, la première œuvre d'art, c'est la villa elle-même et son esthétique art déco. Peut-être l'un des plus beaux terrains de jeu pour une directrice de musée, même si son parcours l'a amenée à beaucoup voyager. J'ai commencé ma carrière professionnelle avec un premier job aux collections du MUDAM à Luxembourg, où j'ai eu le plaisir de travailler pendant un peu plus d'1 année. Et ensuite, j'ai travaillé pour le musée du Louvre, pour le projet du Louvre à Abu Dhabi pendant près de 7 ans. À la suite de cette expérience, j'ai également été travailler à l'Institut du monde arabe notamment. Et c'est vrai que j'ai pu un petit peu expérimenter tous les métiers de l'art, que ce soit l'organisation des expositions, l'écriture des catalogues. Une carrière internationale pour celle qui est née au Liban en pleine guerre civile, au sein d'une famille baignée dans l'art, avec des oncles joailliers, un père ministre de la Culture et une sœur devenue aujourd'hui une journaliste bien connue en France. Je suis née à Beyrouth en pleine guerre civile, et très vite on est venu à Paris.
Et l'art est venu à moi, je dirais, de manière un peu tardive. C'est adolescente que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'art, au musée. Mon père a eu une influence extrême évidemment sur la manière dont je me suis déterminée par la suite. Il nous a toujours poussés, ma sœur et moi, dans un souci d'excellence, d'essayer de réussir, mais surtout et avant tout de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc en fait Caroline, là, si tu veux, c'est un point d'étape sur l'exposition de l'automne, l'exposition qui est consacrée à Léonce Pilliard, sur laquelle on travaille depuis des mois et des mois. Ce matin-là, c'est aussi l'occasion d'avancer sur les futures expositions. Des préparatifs qui ont lieu en avance, des mois, voire des années. Généralement, dans un musée, on est sur 3 ans en avance pour les expositions. Donc, si on se rencontre et qu'on vous trouve fantastique, c'est très difficile pour moi d'organiser une exposition la semaine d'après. De facto, on est engagé sur plusieurs années en amont. Pourquoi ? Notamment sur la problématique des œuvres. Elles ont un carnet de balles, c'est-à-dire qu'elles sont en fait itinérantes, elles sont prises ici et là. Et donc, il faut s'assurer d'emprunter des œuvres bien en avance pour pouvoir avoir l'exposition dans ton rêve. J'ai carrément fait un espèce d'organigramme sur Léonce Pilliard avec ses copains, ses pas copains, ses techniques et puis sa chronologie. Au total, c'est une centaine d'œuvres qui doivent être réunies auprès d'une quarantaine de prêteurs. Des contraintes budgétaires. Je dirais que c'est le premier frein à une demande de prêt. Donc ces contraintes, quelles sont-elles ? Ça va être une œuvre qui se trouve à l'autre bout de la planète, ça va être une œuvre qui a des conditions par exemple de conservation tellement spécifiques qu'elle nécessite une restauration, un réencadrement, une caisse à construire. Donc il y a des coûts qu'on essaye de chiffrer le plus tôt possible avec des budgets prévisionnels. Dans la villa, c'est par exemple pour l'instant le français Jean-Michel Othoniel qui expose ses créations, souvent faites de perles de verre. Voilà, ici vous êtes dans la chambre de la baronne et ce que vous voyez ici c'est Stair to Heaven, un escalier pour le paradis, évidemment une œuvre extrêmement onirique réalisée en Inde avec ses briques exceptionnelles. On va aller voir la salle de bain. Ici, vous avez un boulier évidemment un élément qui est universel et je me permets, parce que Jean-Michel Othoniel, l'artiste, m'a permis de le faire, de vous montrer un petit peu l'histoire de cette pièce. Cette pièce s'intitule Diary of Happiness, le journal du bonheur, et c'est toute cette idée de monitorer, de surveiller qu'est-ce que c'est que le bonheur. Et ici, en fait, c'est l'équivalent d'une semaine et il faut imaginer que toutes les boules sont dans le noir, donc lundi, mardi, mercredi par exemple, et puis on est aujourd'hui jeudi avec vous, BX1, et donc c'est une joie de pouvoir vous accueillir. C'est la raison pour laquelle je vais placer évidemment la perle dans le blanc. Ce jardin, vous arrivez à en profiter de temps en temps ? Ce jardin et cette piscine, c'est évidemment une des raisons pour laquelle on se sent comme nulle part ailleurs en fait à la Fondation Bogossian. C'est une expérience vraiment particulière. Est-ce que vous avez déjà fait un plongeon dedans ? Alors, c'est une excellente question. Figurez-vous que je n'ai jamais osé nager dans la piscine de la Fondation. Une villa aussi comme un havre de paix pour les artistes en devenir. Hi Christine, great to see you. Christine a fui le Liban et est accueillie quelques mois en résidence d'artiste pour continuer à pratiquer son art. It's helped me to go to forest. You have things that already I pick up from forest, mushroom. For now, it's like just a process. Tout au long de l'année, on reçoit des dizaines d'artistes et ce sont des artistes d'une résidence pluridisciplinaire. Ils restent dormir à la résidence de la Villa en Pin. Ici, c'est leur studio de travail. Évidemment, c'est indissociable de leur pratique. Ils sont ici pour travailler. Ce sont des résidences de recherche. Tu arrives à travailler bien dans le studio? Tu t'entends bien avec les artistes? Yes, it's very helpful to be here because also I'm far from Middle East. It's very helpful to be here and to have a clear mind to focus on my ideas.
Et entre ces deux femmes aux racines communes, c'est la situation sur place qui s'impose rapidement dans les conversations. I hope in the future we'll have better situation. Yeah, I hope that too, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une émotion particulière à voir une artiste libanaise ici en résidence alors que vous-même c'est vos origines aussi? Ça résonne en moi, évidemment il y a une espèce d'impact émotionnel qui est immense, mais je tiens à dire que malgré les tragédies qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas au Liban, malgré les difficultés, malgré le chaos, heureusement les artistes ne s'arrêtent jamais malgré tout de travailler.